Reprenons comment dire, la route, le chemin de ces Absolument. 3 millions d'années à aujourd'hui. Absolument. Donc on a cet homme qui a un cerveau qui se développe. Mmh. Vous dites qu'il se développe encore, notre cerveau, Oui. en tant que scientifique. Vous le constatez, les scientifiques le constatent. Il se développe comment aujourd'hui, le cerveau? Il va vers quoi? Il tend à... D'abord, il a de la place. Il a encore un petit peu de place pour se développer. Et puis, il y a aussi un petit peu de place à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones où les neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, pourraient être plus denses, se trouver en plus grande densité, ce qui entraînerait l'installation de synapses, c'est-à-dire de rapports entre les cellules nerveuses forcément plus importantes. Mais par ailleurs, on se rend compte qu'il y a un changement, une évolution chez la génération qui, j'allais dire, nous suit, en tout cas moi, me suit. Ce que vous dites là, c'est qu'il y a eu une évolution. Oui. Alors, on a parlé d'évolution contemporaine, d'accord. Ouais. On a parlé d'évolution due à des changements climatiques. Ouais. Là, on a une évolution qui est donc constatée et vérifiée, qui est alors elle toute récente et qui vient des évolutions technologiques. Oui, alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que le cerveau garde une très grande souplesse et les localisations cérébrales ont toujours été très malléables, très mobiles. Ceci étant dit, ce constat est intéressant parce que chacun faisait le constat, enfin moi j'y pense depuis longtemps, et tous les gens dans mon entourage y pensaient aussi en disant c'est extraordinaire la manière dont les jeunes générations manipulent les écrans en général. Et là, en fait, il y a un constat qui est fait notamment par les mesures de IRM ou RMN, en fonction de ce qu'on veut, mais c'est la même chose, et qui montre des éclairages du cerveau en fonction du fonctionnement de ce cerveau, et qui sont des éclairages différents en fonction des générations, qui confirment donc le fait que les jeunes, de manière surprenante quand même, parce que c'est général au monde entier, ont cette rapidité de compréhension et de manipulation des écrans que moi je n'ai pas. Alors quand les téléphones portables sont arrivés, et les jeunes ont par exemple eu, quand ils ont commencé à faire des SMS, des tendinites. Il y a eu des tendinites qui ont été qui ont été constatées chez les jeunes. Et il y a une étude qui a montré que quand ils sonnaient à une porte, au lieu d'utiliser, je ne sais pas, plutôt l'index, je crois que nous, on utiliserait l'index, ils utilisaient le pouce. Parce que le pouce, c'est le doigt qu'ils utilisent pour faire des SMS. Est-ce que ça voudrait dire, donc, faisant un peu de fiction, mais qu'on pourrait constater dans les années à venir une transformation morphologique qui devienne pérenne plus tard et qui finalement ne ferait que conforter toutes ces études que vous faites depuis des années et des années pour nous expliquer comment l'homme s'est redressé, tout simplement parce qu'il s'adapte. Et finalement, on aurait quelque chose de très présent et de très contemporain pour... Tout à fait. Alors, ce n'est pas parce que un enfant va utiliser le pouce que son fils va utiliser le pouce. C'est la technologie qui lui... Oui, mais c'est aussi une transmission génétique qui va faire peut-être que ceux qui ont les pouces les plus souples vont gagner et auront donc des enfants qui auront eux-mêmes les pouces les plus souples, etc. C'est ce qu'on appelle la transmission darwinienne ou génétique, quoi. Restons encore un peu sur aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on est préparé, on parlait du lien avec l'actualité. Aujourd'hui, on assiste à un réchauffement de la planète, en tout cas un changement climatique, on va dire. Et vous avez dit tout à l'heure, ça m'interpellait, est-ce qu'aujourd'hui on est préparé? Vous avez dit il y a 3 millions d'années que les préhumains n'étaient préparés à rien. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est préparés à un changement climatique? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Quelle différence? La différence, c'est qu'il y a 3 millions d'années, nous étions un être vivant parmi d'autres. C'est-à-dire que nous faisions partie d'un système écologique
qu'on appelle un écosystème, et que nous étions une partie de ce qu'on appelle la diversité biologique, et qu'on appelle aussi la biodiversité. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a eu cette adaptation d'il y a 3 millions d'années, nous avons développé un cerveau, on en a parlé, qui a développé une culture. Par exemple, il y a 10 000 ans seulement, il y a eu un autre changement climatique. Il y en a sans arrêt, un changement climatique, sans arrêt. Et il y a 10 000 ans, il y en a eu un important, c'était la fin de la dernière glaciation. La glaciation s'est éteinte, les glaces ont fondu, l'eau a monté, et il y a eu des changements importants dans les climats qui sont devenus plus tempérés, plus doux. Et à ce moment-là, eh bien, l'homme, qui était déjà en possession de bien des centaines de milliers d'années d'histoire culturelle, au lieu de faire partie de l'écosystème et de subir ce changement climatique, il a conquis ce changement climatique. Il s'est mis à cueillir les graminées qui poussaient mieux, et puis à la longue, il s'est mis à les planter, et il est passé du stade de nomade à un stade de sédentaire. Il est passé d'une économie de prédation, c'est-à-dire de chasseurs, de cueilleurs, de pêcheurs, à une économie de production, qui est encore la nôtre aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on est en possession d'une culture qui a 3 millions d'années, donc on est en possession d'un grand nombre de techniques que l'on sait utiliser. Ce changement climatique est sans doute, j'y crois de plus en plus, en partie dû à l'homme. Et l'homme s'en est rendu compte, et Dieu sait s'il nous en fait part. Et petit à petit, c'est long parce qu'il y a une grande inertie des économies, c'est normal, et des nations, c'est normal. Mais petit à petit, s'en rendant compte, il réagit. Ça va être long, mais ça se fait, ça se fera. Et en réagissant, il réduit l'impact, son propre impact sur ce changement climatique. Mais le changement climatique, de toute façon, peut arriver, et s'il n'était arrivé à cause de l'homme, il serait arrivé de toute manière, parce que jamais le climat n'a été stable. Jamais. Le climat a toujours changé. Il n'y a rien de plus banal qu'un changement climatique. Il n'y a eu que ça pendant presque 5 milliards d'années, enfin toute l'histoire de la Terre, quoi. Donc aujourd'hui, on est en présence d'un changement réel que l'on mesure, que l'on suit. On a aujourd'hui les techniques suffisantes pour suivre le changement de composition de l'atmosphère, suivre le changement de niveau de la mer. Donc on voit bien que la mer monte, mais la mer monte pour le moment de quelques centimètres. Songez que dans le passé, elle est parfois montée de 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, descendue d'autant que la Manche a été une grande prairie et qu'aujourd'hui elle est couverte d'eau, que le Bering a été lui-même découvert alors qu'aujourd'hui c'est un détroit, que la mer de Java était aussi une grande jungle alors qu'aujourd'hui c'est un bout de l'océan Indien, enfin, etc., quoi. Sauf que ça a complètement changé à chaque fois, migration. Voilà. La migration de l'homme. Alors là où c'est important, enfin moi je dirais, puisque vous me lancez là-dessus, mais je n'en parle pas dans ce livre, si j'avais des conseils, j'ai honte, je ne suis pas en mesure de donner des conseils, mais si j'avais des conseils à donner, je dirais premièrement, songeons, mais je suis sûr que les grandes institutions mondiales s'en occupent et s'en préoccupent, songeons au déplacement de gens, et c'est pas quelques-uns, c'est de millions de gens, bientôt, d'un territoire sur d'autres, parce que la mer montant, il y aura des territoires recouverts. Donc un besoin d'espace, de territoire. Il y aura forcément des migrations. Oui, c'est ça. Des migrations, ça s'appelle d'ailleurs des migrations environnementales. C'est déjà envisagé. Ouais. Avec les pays d'Afrique. Et d'autre part, pour ceux qui pleurent sur les paysages que l'on perd,
c'est pas la peine de pleurer, zut, quoi. Enfin, quand même, on est grands. Soyons un peu plus sérieux que cela. Pas de nostalgie. Mais si on aime bien un paysage, faisons en sorte que ces paysages soient désormais intégrés dans des parcs et que l'on conserve ces parcs le temps que l'on pourra, puisque comme de toute façon, il y aura des changements climatiques, les paysages changeront aussi. Bonsoir, monsieur. Certaines espèces ont déjà disparu totalement. L'homme peut-il un jour aussi disparaître? Bien sûr. On n'est jamais sûr de notre humanité. Enfin, je veux dire que, imaginez le développement, comme il en a été un peu question l'année dernière, le développement d'un virus qui s'attaque à notre système respiratoire. La respiration, c'est quand même essentiel. Hein. Si on ne peut plus respirer, on disparaît. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Que sur les 7 milliards d'humains qui habitent la Terre, il y ait quelques survivants et que ce soit ces survivants qui fassent l'humanité suivante, ou bien que tout le monde disparaisse. On a une médecine puissante, on a une médecine dans laquelle je crois beaucoup. Pour le moment, l'humanité est superbe. Moi, je la trouve en pleine santé, on la critique beaucoup, mais je la trouve magnifique. Magnifique dans son génie de vie, son génie d'invention, son génie d'improvisation, etc. Et en très bonne santé. Si on est arrivé en 3 millions d'années à passer de quelques milliers d'individus à 7 milliards, ça montre que ça va bien. Donc réjouissons-nous. Et en plus, la technologie se développe et la culture, donc le développement culturel se poursuit. Donc pour le moment, ça va bien. Mais il n'y a pas de garantie définitive sur l'avenir, bien sûr.